Bonjour à tous. Donc, webinaire, on est calé sur 20 minutes de mémoire à peu près. L'idée, c'était qu'on a eu avec Use Concept, c'était de vous présenter nos process de développement produit, les process qu'on se met en place, collaboration qu'on met en place depuis pas mal d'années avec Use Concept sur le développement de nos produits. Alors nous, on est, c'est ça, ouais. On est bureau d'études en produits connectés, objets connectés. C'est-à-dire qu'on développe globalement toute typologie de produits, produits innovants, produits, donc bien sûr dispositifs médicaux pour l'industrie, pour le grand public. On a vraiment un panel très large. On est implanté sur la zone Eura-Santé depuis à peu près la même période. On est né à peu près au même moment. Avec une particularité, c'est que on va accompagner nos clients sur la conception de produits, de l'idée jusqu'à la fabrication. Fabrication qu'on essaye même de réaliser en local, puisqu'on a notre micro-usine sur la zone de la santé qui nous permet de fabriquer du produit made in Los, si je peux ainsi. Donc on est pour les petits galons qu'on a sur les épaules. On est certifié ISO 9001, ce qui forcément crée une vraie structuration dans le développement de nos projets. Bien sûr French Tech, French Fab, et on est labellisé par BPI France en tant qu'expert design. L'agenda rapide de notre présentation. Quatre grandes thématiques et puis on finira par quelques questions si vous en avez, bien entendu. Les enjeux du design centré utilisateur dans le domaine médical. Quand on travaille dans le DM, je pense que la plupart d'entre vous savent de quoi je parle. Beaucoup de réglementations, beaucoup de normes, beaucoup de littérature à engranger. C'est pas juste pour rigoler, c'est la sécurité des patients, la sécurité des utilisateurs qui est en jeu. Et tout ce formalisme, tout ce côté très documenté sert uniquement à le bien-être patient ou la bonne utilisation des produits. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pense que les amis du concept en parleront bien mieux que moi, mais bien entendu, le dispositif médical, des grandes normes que vous connaissez, je pense, pour la plupart, la 62366, la 25010 et l'ISO 13485, pardon, qui globalement, nous, dans notre univers du produit hardware et digital, puisqu'on fait de l'objet connecté, on est à la fois sur du tangible et de l'intangible, vraiment guide nos conceptions. Et ça, c'est super, donc c'est pour le bien-être du patient, c'est pour globalement la sécurité du produit et de l'utilisateur. Simplement, ça peut créer un petit peu de tension globalement entre innovation et réglementation. On est vraiment sur un petit peu deux spectres extrêmement larges. Et c'est cette tension-là qu'on essaye de trouver, nous, chez Blue Riot, c'est d'arriver à avoir des produits les mieux conçus possibles qui vont amener le moins d'erreurs d'usage possible, vont avoir une efficacité clinique qui sera prouvée ou évaluée par nos amis de Use Concept, et puis une conception qui nous permettra d'avoir une adoption facilitée, une intuitivité d'usage, un produit qui sera d'autant plus facile et clair dans l'usage, qui évitera également des risques d'erreur ou de mauvaise manipulation. Et donc ça, c'est notre quotidien, gérer cette tension-là entre la rigueur du dispositif médical et puis tout ce qui a trait à l'innovation et la création de produits qui, pour le coup, ont tendance à vouloir s'éloigner de toute cette rigueur normative. Je vais prendre un exemple pendant le reste de notre présentation, qui est un produit qu'on connaît bien, Use Concept et Blue Riot, qui s'appelle Somnoart. Somnoart, c'est un produit de polysomnographie ambulatoire. Polysomnographie, pour ceux qui ne savent pas, vous dormez mal depuis des mois et des mois et des mois. On vous envoie dans une clinique du sommeil, et puis on va analyser tout ça, voir est-ce que effectivement vous dormez mal, ou est-ce que vous avez des impressions de mal dormir. Et ça, la problématique de la polysomnographie en clinique, c'est que vous dormez dans une chambre d'hôpital. Donc fatalement, vous n'êtes pas dans votre lit. Et donc ça crée forcément un différentiel d'analyse entre dormir dans son lit et relaxer.
SomNort, il y a maintenant une douzaine d'années, grâce à deux brevets, un brevet d'un professeur du CHU de Lille et d'un professeur du CHU de Strasbourg, est né comme ça, en se disant, en faisant ce pari de faire de la polysomnographie, à domicile, puisqu'on ne peut pas mieux dormir que chez soi. Et c'était tout le challenge de ce produit qu'on a développé avec SomNort, avec PPRS Research, Use Concept et nous-mêmes, d'arriver à avoir ce produit qui apporte une vraie efficacité clinique et une analyse qui sera aussi bonne qu'un casque de polysomnographie qu'on va pouvoir rencontrer dans les hôpitaux. Notre méthodologie, si je la résume et si je prends des grands traits, elle va se découper en trois phases. Trois phases que j'ai mis en lumière pour notre présentation sous le spectre du prototypage. Puisque chez nous, et depuis vraiment nos débuts, le prototype est quelque chose de fondamental et nous permet vraiment de structurer l'ensemble de notre démarche de conception. Surtout dans le dispositif médical, où finalement, on essaye vraiment d'avancer petit pas par petit pas pour que chaque boucle d'itération, chaque correction qu'on va apporter à nos produits soit les plus minimes possibles. C'est pour ça qu'on a, on va dire, trois grandes typologies de prototypes. Le prototype qu'on appelle de basse fidélité, l'idée c'est vraiment d'explorer très vite des architectures, des formes, des usages, des ergonomies de façon très générique. Le prototypage de fidélité, donc là on va déjà être sur quelque chose d'un peu plus avancé. On va pouvoir commencer à tester les fonctionnalités, on est plus sur des architectures, on est vraiment sur les fonctionnalités précises. Et pour terminer, le prototype haute fidélité qui, lui, pourra vraiment être utilisé dans des contextes de test puisqu'il ressemblera en tout point au produit fini. Simplement, on va développer qu'une partie peut-être du logiciel, qu'une partie des fonctionnalités pour qu'on puisse avoir une vraie lecture réelle de l'usage du produit. Globalement, quand on arrive là, on est quasiment au moment où on va lancer la production, on va vraiment valider l'ensemble des fonctionnalités. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, voilà ce que nous on appelle un prototype de basse fidélité. Alors j'ai un prototype, mais c'est presque deux éléments. C'est quelque chose qui va être très sommaire et qui va très souvent être co-construit avec nos clients, avec des ergonomes, avec des parties prenantes du projet. L'idée, c'est d'arriver très vite à concrétiser, à mettre en forme un produit et à le tester. Alors, vous voyez, c'est un peu de tissu, un peu de mousse, quelques blocs de plastique. Ça va nous permettre déjà d'appréhender une première architecture du produit et déjà, à l'échelle 1, de commencer à voir si on a déjà des problèmes d'usage, des problèmes d'utilisabilité du produit. Et ça, on le croise avec le travail de nos designers sur de l'esquisse, qui va permettre, si vous touchez un petit peu entre les images, c'est pas facile, entre les images du haut et du bas, on va pouvoir commencer à imaginer le produit fini. C'est-à-dire qu'on va avoir une architecture produit, on va pouvoir tester l'usage, on va pouvoir tester les proportions, on va pouvoir tester la première rencontre avec le produit, et puis on va pouvoir s'imaginer un petit peu ce que le produit va pouvoir, ce à quoi il va pouvoir arriver. L'intérêt de ce travail-là, c'est que c'est très quantitatif. Sur un produit comme ça, SomNort, sur les premières phases, on a pu tester une dizaine d'architectures produits différentes. Alors, il y avait des produits comme ça. C'est un produit qui se met sur le bras, je ne voulais pas préciser. Il y avait des produits qui se posaient comme ça, comme un brassard. Il y avait des produits qui se collaient. Il y avait des produits qui étaient plus comme des collants. Il y avait des produits... Voilà. Et puis, on les a mis sur la table et on a commencé à les tester. On a commencé à les confronter à quelques utilisateurs, à dire alors ça, visiblement, là, il y en a 8 qui dégagent parce que c'est des non-voix. Et ça, l'investissement, on en parle de quelques jours de travail. Ça nous permet de très très vite d'écarter la plus grosse partie de mauvaises idées, si je puis dire, ou des idées qui n'iront pas beaucoup plus loin. Et déjà avoir une vraie lecture de ce que va devenir le produit assez vite. On va ensuite passer à des prototypes de moyenne fidélité. Donc là, on est passé à l'étape d'après. On n'est plus sur du carton et du papier. On commence déjà à travailler sur des produits qui commencent à ressembler à ce que pourrait devenir le produit.
Et c'est là, et c'est à ce moment-là que va commencer la collaboration à proprement parler avec ce concept peut vraiment démarrer. C'est que même si on n'a pas les belles finitions, les beaux tissus, les belles voilà tout ce que pourra intégrer le produit, on n'a même pas d'ailleurs le produit électronique, on a juste des petits blocs de plastique. On va pouvoir déjà faire tester ces produits-là de façon extrêmement réaliste, en dehors des matériaux et de tout ça. Et on va pouvoir déjà tester et se dire, est-ce que déjà, en démarrant ce projet, est-ce que l'utilisateur, de façon intuitive, met le produit dans le bon sens? Et typiquement, c'est des choses qui ont été assez remises en question dans les premières phases de ce projet-là, c'est que nos concepteurs, nos designers avaient des idées, ils avaient créé le truc, ça leur semblait extrêmement clair, extrêmement intuitif, et puis on s'est retrouvé avec des utilisateurs qui prenaient le produit à l'envers ou qui le montaient complètement à l'envers. Et de ce fait, quand on commence à l'envers, ça se finit jamais très bien. Ce qui était, pour le coup, ce qui nous semblait totalement aberrant, mais enfin, Julien pourra le dire mieux que moi, on est toujours très étonné de voir les utilisateurs utiliser les produits et les prototypes parce que voilà, nous on est dans notre logique de concepteur, ça nous semble très évident d'avancer comme ça, et puis un utilisateur il va démarrer à l'envers, ce qui a fait que dès ces phases-là, donc on est vraiment dans les prémices de la création du produit, on a déjà commencé à corriger le produit, on a déjà commencé à intégrer des premières corrections, des premières améliorations pour pouvoir continuer sur le produit. C'est qu'on fait une toute petite boucle. Pour arriver ensuite, et donc là, l'échelle de temps, on parle de 18 mois, d'un an, quand on a commencé à arriver sur des prototypes de cette qualité-là. Là, on a pu avancer bien mieux sur le produit. On a des produits qui sont quasiment totalement figés. On a nos équipes de développement hardware, donc les cartes électroniques, les équipes de développement mécanique qui ont déjà pu bien travailler. Et là, on va pouvoir, sur un deuxième aspect, aller beaucoup plus dans le détail de l'usage et dans le détail de l'utilisation des produits. Là, on a quelque chose qui en tout point ressemble au produit fini. On a développé à l'époque un produit totalement qui servait à une seule chose, c'était valider les scénarios lumineux des petites LED que vous voyez, les voyants lumineux, et les boutons. Donc, il ne visait absolument pas le sommeil, il ne faisait rien du tout d'autre que j'appuie sur le bouton, comment est-ce qu'il réagit, est-ce que quand il n'a plus de batterie, on lançait un scénario, donc il y avait un fil, et puis on lançait un scénario, il n'y a plus de batterie, est-ce que c'est suffisamment clair pour l'utilisateur, sans même avoir développé le produit final. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant pour tout le monde, puisque sans aller très très loin dans la conception, dans le développement du produit, on va pouvoir déjà cocher la plupart des cases des risques d'usage ou des erreurs de conception ou des incompréhensions peut-être tout simplement des utilisateurs et démarrer la vraie phase de conception et d'industrialisation réellement avec beaucoup de certitude. Et arriver avec beaucoup de certitude, ça permet de revenir quand même beaucoup moins en arrière parce qu'on va faire du correctif sur des points mineurs et plus remettre en cause complètement l'architecture produit. On est donc passé par 3 étapes, des petites boucles, si je puis dire, un petit peu basique, des petites boucles de développement qui nous permettent de faire valider par les bureaux d'ergonomie la bonne conception des produits. Là, je vais passer très vite aussi parce que, encore une fois, nos amis en parleront bien mieux que moi. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Quand on commence à mettre les produits dans les mains de nos utilisateurs. Et c'est là qu'on commence à avoir des grosses surprises. L'utilisateur, malgré le fait qu'on a fait déjà la notice ou le de démarrage rapide, va commencer à prendre le truc à l'envers. Et c'est en ça que c'est extrêmement intéressant d'aller très vite sur ces tests-là, d'aller très vite sur des tests même limités, même sommaires de nos produits, puisque ça nous permet de très vite arriver à faire des boucles d'itération et d'avancer sur le développement produit. Et bien entendu, faire des constats c'est bien, mais les intégrer c'est quand même toujours mieux. Et je vous en parlais depuis le début, ces gens qui prenaient le truc à l'envers, c'est tout simplement parce que ils se visualisaient pas cette histoire de brassard dans l'espace. Ce qui fait que très vite, on s'est dit on va tout simplement intégrer sur le produit le mode d'installation. Et en fait, on pouvait finalement à ce moment-là plus se tromper, puisque quand on voyait les petits pictogrammes, on avait juste à reproduire
tout simplement le mode opératoire. Et puis ce mode opératoire-là était ensuite caché par un autre, et on découvre un autre mode opératoire qui permettait d'arriver à avoir un produit qui était installé de façon fonctionnelle pour le produit. Et donc ça, c'est tout ce travail-là qui va être extrêmement riche pour nous concepteurs de produits, tous ces rapports, toutes ces infos qu'on va pouvoir récolter de bureaux d'ergonomie. On va nous évaluer la criticité, c'est du mauvais usage. On va nous évaluer quel est l'impact, quel effort on va devoir mettre par rapport à l'impact. Vraiment essayer d'arriver à mesurer est-ce que vraiment, parce que bien entendu, quand on fait un test d'usage, les utilisateurs, voilà, toujours des remarques à faire. Après, voilà, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on laisse, c'est toujours la question, puisque forcément, il y a toujours du temps et donc un coût de développement qui est lié à des correctifs et à des itérations. Et à peu près dans les temps, ouais. Nous, notre cœur de métier, en tout cas ce qui nous intéresse, au-delà d'amener de belles idées, c'est surtout d'arriver à avoir un produit fini et d'arriver à l'industrialisation. Et ce travail-là qui a été fait auparavant sur tous ces prototypes, tout ce travail de maquettage, ça nous permet ça. Ça nous permet d'arriver 4 ans plus tôt avec une image comme ça et d'arriver avec un produit qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment à 95% les premières esquisses du produit qu'on avait imaginé dans l'usage, dans l'expérience utilisateur, ont été préservées. Parce que finalement, on a pu corriger, ajuster au fil de l'eau, au gré de tous les tests qui ont été faits auprès de l'utilisateur, l'ensemble des fonctionnalités. Et ça, c'est un gain incroyable pour nos clients. Ça permet d'arriver beaucoup plus vite. Et finalement, on a l'impression qu'on fait beaucoup de boucles, beaucoup de corrections, mais beaucoup moins cher aussi, parce que les boucles sont plus petites et donc plus faciles à gérer. Bien entendu, ça nous permet aussi de gérer toutes les contraintes réglementaires. Je vous le disais, on est certifié chez Blue Biote ISO 9001. Ça implique une forte documentation de la conception et donc un bien meilleur suivi des projets, ce qui fait que quand vous passerez lors du développement produit en certification, on va vous livrer ce qu'on appelle les carnets d'avancement, les dossiers techniques, les dossiers de production. Tout est certifié chez nous ISO 9001, ce qui fait que ça va encore une fois faciliter largement le passage de ces normes et la validation de vos produits. Qu'est-ce qui fait la différence ? Je ne sais même pas qu'est-ce qui fait la différence. D'ailleurs, on est purement et de façon extrêmement intéressante complémentaire avec ce concept. Et c'est un choix, ça a été un choix chez Blue Biote depuis le début de se dire on s'appuie sur des experts externes sur la conception de nos produits, puisque on estime que c'est plus intéressant d'être jugé par des experts externes que de l'intégrer. On pourrait effectivement intégrer des ergonomes chez nous. On trouve que la valeur de l'expertise et la valeur du test externe est beaucoup plus intéressante. Nous, notre métier, c'est la conception, c'est le design, c'est l'expérience utilisateur, c'est créer le meilleur produit pour nos clients. Et c'est pour ça qu'on vient voir nos partenaires de chez Use Concept pour réellement valider qu'on n'a pas trop, qu'on a été globalement dans les clous des normes de l'usage et de l'intuitivité des produits. Ça, c'est une slide que je viens de faire. Globalement, on a cette vraie synergie d'expertise et de compétences entre les entreprises. Le cœur de ça, c'est l'objectivité, parce que effectivement, ça fait pas toujours plaisir de refaire une boucle de développement sur un produit alors qu'on a passé déjà des semaines et des semaines. Donc, c'est pour nous extrêmement intéressant de travailler avec des gens en externe qui auront ce jugement brut sur nos conceptions. Et surtout, ce travail de façon qualitative. Les avantages, effectivement, réduire les risques réglementaires, accélérer les certifs, puisque finalement, entre des tests et des validations de l'usage fréquent et nos process qui sont certifiés, on va, donc ça, process certifié ISO 9001, on est
globalement, on va plus vite, on va mieux en tout cas. Les coûts sont optimisés et forcément on arrive avec des produits qui sont plus pertinents. Moi, je vous montrais l'image tout à l'heure, qui est ce que j'ai remis là d'ailleurs. Voilà, ça parle de soi. Globalement, dans les premiers mois de conception de nos produits chez Blue Riot, on atteint l'ADN final du produit à 95%. Le reste, ce sera de la correction, simplement, puisqu'on aura tout validé. Le travail peut se faire dans plusieurs phases. Ça peut être en phase initiale, on l'a fait il y a quelques temps sur vraiment le démarrage du produit, sur la littérature, puisque vraiment c'est un vrai internet pour nous d'avoir des premières infos. En phase de conception aussi, avoir des retours au cours de la conception sur peut-être sur on l'a fait, je crois, sur Somnoart, notamment sur des écrans, sur les tailles de police, des choses comme ça, parce que réellement on travaille. C'est vraiment une expertise que nous on préfère. Pas dire déléguer, mais en tout cas laisser à notre partenaire. Les évaluations, bien entendu. Et enfin, qui dit évaluation dit phase d'itération, venir et revenir sur les produits avec de la documentation qui nous permet d'avancer de façon qualitative. En résumé, donc je reprends quelques points. Réduction du temps de développement, satisfaction utilisateur, l'augmentation du taux d'adoption ou la rapidité du taux d'adoption des produits, diminution des risques réglementaires et enfin une expertise combinée en design, conception et ergonomie. Et voilà. Slide vide. Écoutez, je vous remercie de votre attention. On a été assez vite en 20 minutes. On est un tambour battant, mais si vous avez des questions ou des points sur lesquels vous voulez qu'on revienne, n'hésitez pas. On sera aussi disponible par la suite. J'ai vu qu'il y avait des gens qui nous avaient demandé une rencontre, donc on sera là. Voilà. Si vous avez des questions, je ne sais pas si tu as des questions en ligne. Alors, il y avait une personne qui se demandait justement le délai entre chaque étape. Bon. Aussi vite que possible. Aussi vite que. Bon, ça dépend du dispositif, ça dépend de la classe. Si on parle ne serait-ce qu'un dispositif médical, ça dépend de la classe du dispositif médical parce que forcément la complexité et le soin qu'on va apporter à la réglementation va changer en fonction de la classe du dispositif. C'est extrêmement large. Voilà, c'est très difficile pas. Voilà, faudrait, pour le coup, très concrètement sur un produit, on pourrait vous dire, on arrive assez vite à dire sur une problématique précise, mais de façon générale, un produit comme Somnoart, c'est un produit qui a mis presque 9 ans à être développé et être sur le marché parce que c'est très complexe, parce qu'il y a eu beaucoup d'itérations, beaucoup d'évolutions. Sur d'autres produits, on va être sur 2 ans, 3 ans, allez. Voilà, c'est difficile à dire. Après, peut-être pour répondre à ces phases de prototypage, nous, ce qui nous permet de travailler avec Blue Riot, c'est que c'est extrêmement rapide. Moi, je me souviens ce qu'on appelait des proto-monstres à l'époque. Impression 3D qui resimulait les feedbacks. Voilà, je pense qu'on a mis en place... vous avez mis en place la conception des protos et nous les tests derrière en 1 mois avec rapport derrière. Donc, dans un calendrier projet, c'est extrêmement précieux en 1 mois de pouvoir faire un prototype qui pour l'utilisateur final est finalement quasiment au niveau des feedbacks, au niveau des interactions identiques et qu'on puisse aller tester et donner des premiers résultats, c'est extrêmement rapide. Oui, c'est vrai que c'est un élément, effectivement, il y a une espèce de loi de Pareto, les premières phases peuvent aller très très vite et on va valider un maximum de choses. Les 90% des certitudes sur un projet comme Somnoart, on a fait ça en quelques mois avec toutes ces étapes de prototype très basiques fait en quelques jours. Mais un prototype comme ça, fait en quelques jours, finalement, on gagne un temps incroyable sur la suite. Et après, le développement produit, pour le coup, prend du temps. Et ça va être très lié à la complexité du. Effectivement, on peut parler. En fait, les premières étapes, on parle en jours.
La fidélité, on parle en jours, moyenne fidélité, on va parler en semaines ou en mois. Et puis après, on va être sur des choses qui vont être déjà sur l'ordre de 8, 9 mois, 1 an. Et puis après, on est sur le développement pour donner un ordre d'idée très vague. Une autre question Ouais. Je voulais savoir comment vous gérez les versions de vos prototypes à partir du prototype basse fidélité pour aller jusqu'au marquage CE. Important d'avoir un suivi. Et du coup, à quelle échelle notez les idées que vous avez, les modifications sur le prototype, etc. De toute façon, notre certif ISO 9001 nous demande de toute manière de documenter les processus et de documenter de façon précise qu'est-ce qu'on a fait, quand on l'a fait. Effectivement, chaque version correspond un peu à des phases de projet, donc c'est aussi assez encapsulé et assez clair. C'est-à-dire, on arrive à cette phase-là, on était sur des choses extrêmement basiques. Là, on va passer sur des choses qui vont commencer à être en couture. On va évaluer pour le coup les avantages, les inconvénients, les risques. Je peux dire que c'est assez simple, mais en fait, parce que c'est aussi très tangible sur des produits comme ça, en fait, on voit bien l'évolution des prototypes. On a des grandes versions avec des sous-versions, des évolutions. Tout ça, c'est documenté chez nous de façon précise au travers de nos présentations et de ce qu'on appelle le carnet d'avancement, qui est vraiment la colonne vertébrale de tous nos projets chez Blue Riot, qui est de grands documents dans lesquels vous pourrez suivre l'ensemble du projet, de ses premières intentions jusqu'à dossier de production, pour le coup, semaine après semaine, quasiment. Le journal de bord du projet. Vous avez une question ? Une question sur une curiosité par rapport à Riot, il y a IoT. C'est ça. Clairement, on n'a pas parlé tellement d'aspect IoT. D'objets connectés. C'est vrai. Qui même s'y connecter éventuellement dans le cloud. Donc avec les éléments de sécurité en intégration. Est-ce que ces éléments de sécurité amènent comment sont mis en compte? Est-ce qu'il y a des considérations d'ergonomie en lien avec? Oui, bien sûr. Alors, peuvent être des considérations d'ergonomie ou de conception, de façon beaucoup plus générale. Qui peut effectivement aller dans le sens de la sécurité, de la cybersécurité. Bien entendu, tous nos ingénieurs développement électronique, software, qu'elle soit software embarqué ou logiciel de façon générale, font des conceptions dans le top des normes de cyber, notamment sur le dispositif médical. On ne fait pas que ça, donc on ne met pas tous nos produits dans des lots de sécurité ultimes, mais nos ingénieurs sont formés et conçoivent les dispositifs et les briques logicielles, software en suivant l'ensemble de ces normes. Et puis après, ça va être sur effectivement pour le coup sur les briques hardware mécaniques. On va faut simplement lire des obturateurs, ça va être des choses qu'on va intégrer dans le produit pour éviter la fuite de données, protéger, blinder les produits pour éviter justement les cyberattaques. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire effectivement et en fonction des produits. On a beaucoup de produits qui n'émettent pas d'ondes en fait. On a beaucoup de produits qui justement ne souhaitent pas être sur les réseaux, qui doivent se brancher en USB pour éviter tout ça. Et c'est aussi nos conseils. C'est aussi notre conseil. Vous l'aviez bien noté. Le IoT, c'est l'objet connecté. On est aussi de très bons conseils pour dire c'est pas juste une mode, l'objet connecté, ça doit servir à quelque chose. Il doit avoir un dessin pour mettre du Bluetooth, du Wi-Fi ou autre. Et mettre ce genre de choses, ça crée aussi des brèches potentielles. Il faut le faire avec une vraie intention. Sur un produit comme SomnoArt, la première génération que on pourrait en parler une autre fois, était complètement hors ligne, justement pour ces raisons-là. C'est-à-dire, oui, ça serait mieux s'il y avait du Bluetooth pour les... Mais non, en fait, on va mettre un câble USB, ça sera très bien, on réglera tous nos problèmes de sécurité. C'est des fois, des fois de conception, simplement.
Et donc, quand c'est connecté, il y a une part peut-être sur un téléphone portable qui vient comme compagnon pour remonter les informations. Ça peut arriver, ouais. Ça. Et donc là, il y a une part d'abonnement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a énormément de façons de faire de l'objet connecté. Il y a l'objet connecté qui va se connecter directement sur de la 4G, de la 5G ou d'autres réseaux, des réseaux bas débit comme le Sigfox, LoRa, on parle. Et donc là, finalement, les données montent automatiquement dans un nuage et puis redescendent sur des terminaux. Et puis, il y a l'accès en peer-to-peer, en direct, via le Bluetooth que vous avez tous avec vos enceintes et autres. Et donc là, on va être vraiment sur la connexion. Et c'est pour ça qu'il est intéressant chez nous d'intégrer la compétence logicielle, donc applicative, développement applicatif, et la partie électronique. C'est que les deux briques travaillent ensemble pour justement sécuriser l'ensemble des échanges entre les infos. C'est oui, bien sûr, bien entendu. On a toute cette partie logicielle aussi qui est. Chaque produit, cette part de sécurité peut être éventuellement adaptée de façon différente. Oui, non. Ça dépend du produit, ça dépend de la donnée. Si on est sur on peut faire de l'encryption, de l'anonymisation. Il y a des fois des données qui sont, oui, on va la sécuriser, mais elles ne servent à rien. Donc, c'est pas forcément nécessaire. Tout dépend de la qualification de la donnée. Et ça sert à rien de sécuriser des données qui, finalement, sont des données pas bien publiques, mais quand on est sur la donnée patient et qu'on doit la relier avec finalement à un moment donné avec un dossier patient, là effectivement on doit prendre une température d'une pièce de façon générale, très haut degré de sécurisation.